Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder de partout ailleurs. Bienvenue dans ce magazine Savoir Plus. Savoir Plus, ce qui passe sur votre télévision Univers à travers le monde. Alors, pour aujourd'hui, vous le savez très bien que l'économie de la République démocratique du Congo est paralysée. C'est la suite, bien sûr, à la guerre qui touche la partie est de la République. Alors, que faut-il faire? Comment comprendre que la guerre continue toujours? Et cela fait plus de 30 ans que nous continuons toujours à parler de cette guerre. Comment comprendre également les raisons profondes de cette guerre? Sur ce plateau, nous allons recevoir Maître Didier Bitaki, qui est expert en désarmement et droit de guerre. Avec lui, nous allons pouvoir évoquer toutes ces questions pour comprendre comment arriver, bien sûr, à mettre à faire terme à cette situation qui touche la République démocratique du Congo. Maître Didier Bitaki, bienvenue. Merci, bienvenue. Par rapport à la présentation, j'ai dû oublier quelque chose? Bien sûr, non, il n'y a rien à ajouter. Je suis un expert en désarmement, en droit international militaire et en défense et sécurité. C'est quelque chose que j'exerce dans la région de Grand Lac depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est cela peut-être qui manquait, mais pour le reste, ça va. Voilà. D'entrée des jeux, vous êtes expert en désarmement, en droit international, défense militaire, mais votre pays est attaqué. Cela fait plusieurs années. Êtes-vous fier de vous appeler expert en désarmement et en droit militaire? Effectivement, je dois me sentir d'abord concerné par l'évolution actuelle de la situation. Je ne peux pas m'en réjouir et être fier lorsque nous perdons à Goma autant de milliers de nos troupes d'abord, mais aussi de la population civile qui, demain ou après-demain, aurait pu contribuer au progrès et au développement de notre pays. C'est quelque chose qui touche dans le fond du cœur et contre laquelle je m'insurge vigoureusement, à la fois contre les auteurs physiques, matériels et moraux. Donc, de toutes les façons, c'est une histoire tragique qui doit préoccuper tout le monde, mais il y a des solutions. Il y a des solutions si on exploite les pistes qui sont proposées par les experts dont moi-même. Je ne me prévaux pas le monopole des connaissances du domaine, mais au moins partant des expériences, j'ai quelque chose que je peux proposer qui pourra aider à sortir le pays de cet engrenage dans lequel nous nous trouvons. Alors, comment arriver, bien sûr, à les proposer, d'autant plus que nous sommes devant un fait accompli. Aujourd'hui, nous faisons face à cette agression rwandaise, mais les propositions, vous les avez, mais qui sont gardées dans vos mallettes ou bien vous les proposez à l'ennemi? Non, à l'ennemi, je ne serai pas ici. Vous me verrez déjà à Goma. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour l'ennemi. Certainement qu'il y a des solutions, mais ces solutions-là sont à prendre avec le plus grand risque qu'il faut pour sauver le pays. Tenez bien, en 1995, il y avait un conflit qui a agité la région de Grand Lac. C'était au Rwanda en 1994, mais ce conflit a atteint la RDC en 1995 avec des guerres et conflits interethniques. Là, vous voulez parler des causes lointaines ou profondes de cette guerre? Je pars du passé qui nous renseigne que le conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Il tire ses racines dans les troubles au niveau de la région de Grand Lac. Et ces troubles-là sont causés par le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui a agité l'eau, et en fait de compte, l'eau s'est déversée dans la région de Grand Lac, notamment le Burundi, et la RDC en ont subi les conséquences. Et continue à en subir toujours. Et continue à en subir. Malheureusement, c'est uniquement la RDC qui est restée ventre mou, qui subit actuellement. Mais quand je parle de 1995, c'est parce que après les déversements de plus de 6 millions de Hutus en République démocratique du Congo, la communauté internationale nous a fait porter cette charge sans qu'il en prenne soin lui-même. Et par la suite, c'est devenu l'argument principal qu'utilisent les Rwandais et bien d'autres puissances qui l'accompagnent dans la déstabilisation, notamment de la région des Grands Lacs et particulièrement la RDC. Donc, c'est à partir de là qu'il faut chercher la raison. La raison, c'est laquelle? Quand on vous dit qu'on a des FDLR au Congo,
je ne sais pas, il y a telle milice qui déstabilise les Rwandais. Là, c'est l'or, c'est le coltan, c'est la cassitérite. Parce que quand il y a eu carence au monde, vous le savez, Laurent Désiré Kabila avait refusé qu'on ne puisse exploiter ce minerai-là à moins que toutes les multinationales obtiennent l'autorisation préalable. Pas d'exploitation, mais d'achat directement au stock du gouvernement. Ça lui a valu la vie. Il est parti pour ça. Parce que les puissances qui ont besoin de nos ressources n'aiment pas qu'on les contrôle. Ils souhaitent se servir à leur guise. Oui. Ils veulent absolument se servir à leur guise sans que personne ne leur pose la question. Et c'est là le nœud du problème. Même pas acheter, ils peuvent exploiter comme ils veulent, acheter ou je ne sais comment utiliser les gens. Vous vous rappelez qu'en 1998, le kilo de coltan fin coûtait 1 000 $ sur le marché international. Mais à Goma, le comptoir qui était là, le kilo revenait à 100 $. Et moins que ça d'ailleurs. Vous voyez? Donc, lorsque vous cherchez à contrôler ces gens-là, à les empêcher d'accéder à nos ressources naturelles, vous créez des FDLR pour le Rwanda. Vous créez des motifs de la guerre ou de déstabilisation du Rwanda, et le Rwanda se doit de vous poursuivre pour ouvrir la route à ces multinationales. Alors, c'est là le nœud du problème. Maintenant, lorsque on aborde cette question par des négociations, comme on l'a dit, je pense, il y en a beaucoup de témoins qui existent encore, nous avons commencé les négociations à partir de Lusaka, sous les auspices de Frédéric Chiluba et à son âme à l'époque. J'étais dans la salle. Ah, vous étiez dans la salle? J'étais dans la salle, j'étais encore trop jeune, oui. Mais j'accompagnais les Maïmaï. Et j'étais le porte-parole de la délégation. Dans cette salle, quand on discutait et qu'il fallait signer l'accord du cessez-le-feu de Lusaka, il fallait appeler les États-Unis pour instruire le gouvernement rwandais afin que celui-ci ordonne à la délégation du RCD Goma d'apposer la main sur cet accord de cessez-le-feu. Ce qui veut dire que l'état-major du RCD Goma ne se trouvait ni à Kigali ni à Goma, il se trouvait à Washington. Je reviens pour la deuxième fois, parce que vous avez vu les agitations qu'il y avait eu, notamment la mise en place du gouvernement 1+4, ainsi de suite. On ne va pas tout raconter ici, l'histoire au moins est connue de tous. Est connue, oui, bien sûr. Lorsque Kabila, au pouvoir, pendant la transition, cherchait à mettre Joseph Kabila, cherchait à mettre la main sur les minéraux, en empêchant l'exploitation illicite du coltan et de la cassitérite dans les territoires de Walikale, qui servait de réservoir pour le Rwanda. Le Rwanda a monté le CNDP avec Laurent Kunda. Quand il monte le CNDP, il dit les FDLR sont en train de déstabiliser le Rwanda. Alors qu'aucune localité rwandaise n'a été attaquée en cette époque. Et même les soi-disant FDLR, notamment les ex-FAR, se faisaient rapatrier volontairement. Mais le Rwanda a sapé les efforts de la MONUC à l'époque, qui s'est chargé du rapatriement, en créant le CNDP. Nous sommes allés en négociation parce que la guerre n'a pas payé. Vous vous rappelez de l'histoire de mixage avec la 5e brigade dissoute, la 14e brigade dissoute, ainsi de suite. Il y a eu des arrangements qui ont amené à cette étape-là. Nous sommes allés à la conférence de Goma parce que la communauté internationale au pluriel. Et cette fois-là, vous jouez encore quel rôle? Ensemble avec la CIRGL, je pense que le monde entier était représenté à Goma. Ouais. Moi, je suis encore porte-parole des Maïmaï. Quand vous lisez les conclusions, c'est-à-dire l'acte d'engagement, et a sanctionné la conférence de Goma, vous allez retrouver ma signature dans ces documents, comme chef de délégation. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est quoi? Pour arriver à la signature de cet acte d'engagement, je crois Moussa Nyamwisi, témoin de l'événement, Vital Kamerhe qui a signé Bahati Lukwebo sont témoins. Moussa Nyamwisi est allé me chercher. Là où vous étiez caché? La nuit, non, la nuit du 22 janvier 2008. Il est allé me chercher pour m'amener à l'hôtel Caribou où les négociations se tenaient.
cette nuit-là, parce que le CNDP refusait de signer les actes d'engagement. Oui. Il voulait à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale bis auquel il devrait participer en tant que composante à part entière. Et quand on est venu me prendre, j'arrive, les discussions étaient vives entre la délégation du CNDP et la délégation du gouvernement congolais, conduite à l'époque par le général Denis Kalou Menumbi, alors ministre d'État de l'Intérieur et Sécurité. Nous arrivons au point de conclure l'accord à 3 heures du matin, parce qu'un fiasco s'est dessiné sur notre chemin. L'ambassadeur, l'envoyé spécial des États-Unis, M. Tim Shotley, a pris le téléphone. Il a appelé Kigali pour demander à Kigali d'autoriser que l'acte d'engagement soit signé par la délégation du CNDP. Kigali n'a pas accepté. Roland Van de Geer, l'envoyé spécial de l'Union européenne, a pris son téléphone, il a appelé Bruxelles. Bruxelles va contacter Kigali. Kigali était toujours intraitable. Tim Shotley prend le téléphone, il appelle les États-Unis. En appelant les États-Unis, l'ordre est venu des États-Unis pour dire à Kagame d'autoriser que l'acte d'engagement soit signé. Le téléphone de René Abandi a sonné. René Abandi, alors porte-parole du CNDP. Et par la suite, ils autorisent que l'acte d'engagement soit paraphé. C'est comme ça que nous descendons le 23 janvier 2008 à l'ULPGL pour signer solennellement devant toutes les délégations les actes d'engagement de Goma. Ce sont ces actes d'engagement de Goma-là qui ont donné naissance à l'accord du 23 mars 2009, une année plus tard. C'est le même texte, rien n'a changé. C'est le même texte. Il y a quelques nuances peut-être d'ordre orthographique, mais en réalité, c'est le même texte. C'est le même texte. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? En rappelant ces faits, et lorsque nous avons dit qu'il fallait rapatrier selon les recommandations de la conférence de Goma, qu'il fallait rapatrier les réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, le président de l'époque, Joseph Kabila, avait pris des ordonnances et créé le programme Amani, au sein duquel il a mis en place une commission technique mixte paix et sécurité qui devait se charger de la mise en œuvre des résolutions des actes d'engagement. Il a mis en place une autre commission socio-humanitaire qui était dirigée par feu le ministre Machako Mamba. Et la commission technique mixte paix et sécurité était dirigée par le général Didier Etumba. Et moi, je fus rapporteur de cette commission. Nous avons constitué une délégation vers le Rwanda, ensemble avec la représentation locale, notamment les chefs coutumiers responsables des entités où le CNDP réclamait qu'il y a des familles ici de là qui se trouvent au Rwanda. Et le CNDP déclarait 50 000 familles. Moi, témoin que vous voyez, nous arrivons au Rwanda, nous avons passé 2 jours à Kigali. Nous sommes descendus jusque vers Gikongoro, vers le site. Nous arrivons là-bas, nous avons trouvé 74 personnes. Disons, pour ceux qui sont français, 74. Vous voyez. Alors, les 74 personnes étaient tous membres de la famille de Gilles Moutebossi, de triste mémoire, le patron des événements de Bukavu. Et quand on va poser la question, où sont les familles, les 50 000 familles, où sont-elles? On n'a retrouvé aucune. On nous a amenés jusqu'à Mutobo. Quand on pose la question aux gens qui sont à Mutobo, ils ne connaissent même pas la RDC. Et lorsque nous avons rencontré ceux qui étaient supposés être membres de la communauté Tutsi en refuge, nous n'avons trouvé que des Hutus. Et quand on leur pose la question, tu es né où? Ils ne comprennent ni Swahili, ni français, ni anglais. Ils parlent uniquement Kinyarwanda. Je suis né à Goma. J'ai grandi à Goma. J'habite Gisenyi. Et c'est tout. Mais vous dites que vous êtes venu de la RDC et que vous êtes originaire de là. Où étiez-vous venu? Donner l'identité? Rien du tout. On a compris que le Rwanda, après avoir reçu plusieurs réfugiés retournés de la Tanzanie et de l'Ouganda qui se sont
qui ont été rapatriés de force avec l'expulsion des réfugiés rwandais de la Tanzanie et de l'Ouganda. Il n'y avait plus d'espace pour eux, étant donné que les Rwandais avaient déjà distribué leurs terres. Maintenant, il fallait forcer la RDC à accepter de les accueillir. Et ce fut l'obstacle. Lorsque nous sommes rentrés, les FRF décident qu'ils vous s'est retiré du processus. Le CNDP a dit « je ne peux plus y avancer parce que vous avez refusé de rapatrier nos compatriotes ». Et nous avons dit « présentez-nous les éléments ». Amenez ces gens-là un à un vous-même, si vous en avez la possibilité, parce que nous venons de là, nous avons trouvé personne. Il n'y avait pas de réponse, il s'est seulement retiré, il a causé le massacre du 30 octobre, du 30 novembre 2008 à Kichanga. Ce massacre attribuable à Sultani Makenga qui commandait les troupes là-bas. Après avoir commis ce massacre, ils ont relancé la guerre. En relançant la guerre, nous, on n'avait pas de choix. Nous sommes retournés sur la table des négociations à Nairobi, cette fois-ci sous les auspices des Nations Unies et de l'Union africaine. Le médiateur, c'est fut Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien. Nous avions en face de nous Benjamin William Mkapa, l'ancien président de la Tanzanie, pour les comptes de l'Union africaine. Là encore, je suis présent comme chef de la délégation de Mali. Et on parlait là des groupes armés. Quand nous négocions les choses, le CNDP veut l'ouverture de l'espace politique où il faut sa participation à la gouvernance du pays après les élections. Ce fut un grand obstacle qu'on ne pouvait pas surmonter. Parce que les élections ayant eu lieu et qui n'ont pas eu de représentants, pour eux, il fallait obtenir tel ou tel autre ministère, ça créait des blocages. Ce n'est qu'à partir d'un bricolage auquel Kabila a fait recours, après la chute de Goma. Il part à Kigali, il part à Kampala, où il prend langue avec Yoweri Museveni, le président ougandais. John Numbi communique avec James Kabarebe. Je l'ai accompagné à Kigali les jours où on doit organiser la reddition du CNDP parce que Laurent Nkunda devient intraitable. C'est comme ça qu'après la reddition du CNDP, par un bricolage, je sais ce qui s'est passé à Kigali. Un bricolage. Un bricolage, en fait de compte. Donc on n'avait jamais vaincu les M23. C'était juste un bricolage. C'est un bricolage. Et puis, on négocie à Goma, à l'hôtel Cap Kivu, et on a signé l'actuel accord du 23 mars que je peux vous détailler sans document en tête, parce que je l'ai négocié ensemble avec le CNDP, le gouvernement représenté par Raymond Tshibanda à l'époque, et l'abbé Bahala était dans la délégation comme expert, et moi représentant le Maïmaï, les groupes locaux qui combattaient le CNDP. Mais nous arrêtons par là. L'accord du 23 mars, qui avait été signé du côté gouvernement par Raymond Tshibanda, mais l'on comprend bien que le pays a été hypothéqué. Le pays, je vais le dire ici, oui, en toute élégance, parce que je ne vais pas charger qui que ce soit. Ça. La RDC a été plutôt sauvée par la signature de cet accord. Ah bon? Je vous assure. Vous dites vrai? Goma est entre les mains du M23 aujourd'hui. Quelle est la solution pour sortir Goma de mains du Rwanda? Actuellement, les gens ne savent pas par où passer, n'est-ce pas? Mais grâce à ce que j'appelle le bricolage, c'est-à-dire la signature de cet accord, on a quand même réussi à reprendre le contrôle des territoires occupés. En acceptant également le brassage. L'accord du 23 mars ne parle pas de brassage. L'accord du 23 mars, à son 3e article, parle de la transformation, non, à son 2e article, parle de la transformation du CNDP en parti politique. C'est le cas. Parle de la reconnaissance des grades des officiers qui se trouvent au sein du CNDP. Ces officiers-là étaient déjà intégrés au sein des FRDC. C'est le Rwanda qui les a retirés de l'armée nationale. Ce n'est pas une magie, c'est les Rwandais qui avaient demandé que ces gens-là rentrent et créent le CNDP. D'où il fallait reconnaître leur grade, comme ils le voulaient, parce que le RCD n'a pas présenté la liste exhaustive des officiers qui prestaient à son C. Tout est parti de là, de la malignité du RCD Goma, avec la complicité de Kigali Binusi. Alors, hypothéquer l'avenir du pays sur quel plan? Parce que quand on dit le Nord Kivu ayant subi les affres de la guerre dans son entièreté,
et le Sud Kivu, il fallait les déclarer zone spécifique de développement. Donc, une reconstruction spéciale. Parce que pendant qu'on exécutait les 5 chantiers, sur le reste du territoire, au nord Kivu, c'était la guerre, comme aujourd'hui. Si du moins le gouvernement actuel était en train de construire cette partie ouest dans son entièreté, jusqu'au Katanga, évidemment, est-ce qu'on construirait quelque chose au nord Kivu? Est-ce qu'on mettrait quelque chose en place au Sud Kivu? Non pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. C'est justement ça, ce qui fait que les gens confondent les contenus de l'accord du 23 mars. L'accord du 23 mars est certainement empêché par l'octroi de l'amnistie collective aux seigneurs de guerre. C'est là le grand péché de cet accord. Parce que... Là, vous endossez la responsabilité. Je ne dois pas endosser cette responsabilité parce que je suis parmi ceux qui ont même modifié certaines dispositions de cet accord que le CNDP voulait imposer au gouvernement. Vraiment. Par exemple, lorsqu'il fallait qu'ils prennent le contrôle du commandement de l'armée, de manière générale. Nous n'avons pas perdu la guerre, ce sont les FARDC qui ont perdu, nous devons alors prendre le commandement de l'armée. Nous avons dit non. Vous ne contrôlez même pas un territoire, vous dites, vous allez à Kinshasa contrôler quelle armée? Je dis non. Moi, j'ai refusé ça. Allez demander à Kamba Sungeve, en face de qui on discutait, il va vous le dire. Deuxièmement, lorsqu'il disait que la police nationale doit être subdivisée, le commandement de la police nationale doit être subdivisé, et à chaque fois qu'il donnait des officiers, il ne prenait spécialement que les officiers Tutsis d'origine rwandaise qui ont intégré l'armée sous l'AFDR. Vous voyez? Et pour nous, afin de protéger la République, il fallait éviter que cela ne soit le cas. Qui a discuté, qui a dit non à cela? C'est moi, Bitaki, personne d'autre. Quand on a mis en place la commission, le comité national de suivi ici, par Adolphe, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Muzito. Ouais. Il y a ça, vous pouvez vérifier dans son document. Nous sommes allés au comité national de suivi par force, pendant que le CNDP ne le voulait pas. Et pour avoir résisté contre tout ce qu'ils exigeaient au gouvernement, le CNDP a trouvé mieux de se retirer de ces documents-là et de reprendre la guerre. Je veux vous rappeler que le mouvement du 23 mars dont on parle, moi, Bitaki, j'avais été sollicité pour créer ces mouvements-là. Et moi, j'avais dit, nous ne pouvons pas déstabiliser la République sur base de quelque motif que ce soit. Et en conséquence, si vous voulez rentrer dans les cadres de discussion au sein du Comité national de suivi, vous allez retrouver dans les annales où on vous dit qu'il y a eu création de l'Alliance pour la sauvegarde des accords de paix de Goma. Oui. Ça, c'est l'œuvre de Bitaki que vous voyez ici. J'avais recouru à cette formule pour couper court à ceux qui voulaient à ce que il y a un front commun contre la République. Bon, à l'époque, vous avez sauvé la République. J'ai sauvé la République. Vous n'avez pas voulu accepter les dictats? J'ai dit non. Il y a de quoi, on a proposé de l'argent, ainsi de suite. Et moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit non. Et ils se sont retirés eux-mêmes sans partir avec un seul groupe armé. Ils sont partis eux-mêmes, se retirant de l'accord. Alors, je voudrais maintenant aborder la question que vous avez posée quand vous dites les accords de paix de Goma. Les accords de paix de Goma, il n'y a pas que ces accords-là. Parce que les discussions sont parties trop loin. Lorsque le M23 se crée, il est créé à Goma en avril. En attendant, il se subdivise en deux. Une partie devient Makenga et une autre devient Bosco-Ntaganda. Un dialogue a commencé encore à Kampala, sous les auspices de Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, représenté par son ministre de la Défense, Crispus Kionga. J'étais dans la salle. On a discuté pendant 9 mois, sans issue, jusqu'à ce qu'un mécanisme de neutralisation militaire du M23 a été mis en place. Et du coup, on devait relancer la guerre. J'ai quitté Kampala pour Goma. On a créé les conditions pour mener cette guerre avec l'état-major général ici. Je suis devant la télévision, le monde entier me suit. Je ne sais pas donner comment est-ce que cela s'est passé pour arriver à chasser le M23 du territoire congolais. Les rôles que j'ai joués aux côtés de Mamadou Ndala, personne ne peut les nier. Vous avez des témoins au gouvernement qui vont vous dire c'est lui qui est allé chercher les Maïmaï afin de les faire précéder de la force pour que le bataillon, 41e bataillon de Mamadou Ndala suive. C'est moi. Je pense que le général
L'ancien commandant des forces terrestres à l'époque. Il fut chef de la maison militaire. Il est allé remplacer Tango Fort. Il est là, vous pouvez lui poser la question. Quand il me demandait de descendre à Moutaro, pendant que je suis en train d'orienter les hélicoptères qui bombardent le M23 ici. Tout ça sont des éléments qui peuvent vous aider à comprendre que la réponse que je vais donner, la solution que je peux proposer, y compris au président de la République et à la nation tout entière, est une solution consistante que si elle est mise en œuvre, il n'y aura plus de M23. Ah bon? Il n'y aura même plus du Rwanda. Mais il y a M23 et AFC. Non, mais l'AFC est une émanation d'une fabrication quelconque. Il compte combien d'éléments? C'est une coquille vide. Mais si on me demande, moi, d'appeler tous les jeunes de l'Est, j'assume ce que je vous dis ici. Si on me demande, moi, de les appeler à la résistance, c'est demain que vous aurez plus de 10 000. Je prendrai mon téléphone, je ne vais pas quitter le studio ici, je prends mon téléphone, je mets des crédits, j'appelle. Je vais vous rassembler plus de 10 000. À l'instant, mais tout en étant Kinshasa. Tout en état ici. Je vous en veux pour exemple. Lorsque les FARDC sont en train d'être repoussés de Bunagana jusqu'à Rumangabo, j'ai pris l'initiative de sauver le pays pour la deuxième fois en appelant les Maïmaï. Je les ai réunis à Pinga, tout en état ici, ensemble avec le colonel Salomo Tokolonga de FARDC, qui a été sanctionné d'ailleurs récemment par l'Union européenne, qu'il collaborait avec les FDLR. C'est pour avoir participé à cette organisation. J'ai sorti l'argent, j'envoie, j'ai dit, réunissez-vous, mettez de côté vos différends, défendons les pays. Je l'ai fait. Je ne me suis pas limité, là, je pris les résolutions de leurs discussions quand ils sont au combat. Je suis allé déposer une loi auprès du ministre de la Défense pour la création de la réserve armée de la Défense. À l'époque de Jean-Pierre Bemba? Non, non, c'est tout de suite à l'époque du général Kabanda. Okay. C'est moi qui conçois, qui écrit, qui présente, qui défend cette loi au sein de la commission. Et après, la loi a été adoptée, envoyée au Parlement. Il a été adopté au maximum et le président l'a promulgué. Qui connaît les contenus de cette loi? Qui connaît les objectifs? Où se trouvent les documents portant organisation et fonctionnement de cette RA? C'est moi qui en détiens. Ah bon? Okay. C'est vous qui avez les secrets? Mais c'est moi qui l'ai conçu. Les concepteurs c'est moi. Qui gardent les secrets. Alors, vous allez dire que je vais participer à une cabale où on tient une réunion, on organise comment vendre le Congo. Mais je préfère être tué pour ça. Nous devons de la loyauté à la République. Vraiment. Nous devons soutenir, quelle que soit la raison. Moi, je ne supporte pas ces membres du gouvernement ici qui, jour et nuit, ne font que piller la République au détriment de la défense. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne peux pas me lancer aujourd'hui dans une campagne de lutte contre ce gouvernement-là pour fragiliser en interne la défense nationale. Le lendemain, nous porterons la responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons qu'il soit d'abord notre gouvernement tel qu'il est dans sa configuration, on s'en fout du reste. Ce qui importe, c'est la République. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que aujourd'hui, nous sommes en train de spéculer autour des solutions. Les confessions religieuses sont allées auprès du président pour lui proposer... C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser. Exactement. Pour lui donner des propositions... Un plan de sortie de crise. Ce n'est pas un plan de sortie de crise, c'est une insulte. Comment ça? Les chefs religieux prennent l'initiative. Moi, j'assume ce que j'ai dit. Je parle en tant que guerrier, je parle en tant qu'ex-soldat, je parle en tant qu'expert. Je n'ai pas obtenu cette expertise dans la rue. Je suis allé à l'école. C'est une insulte. À la nation. Au peuple congolais d'ailleurs. Comment vous allez prendre les politiciens ici de Kinshasa? Vous prenez les gens ici de tous horizons, vous les réunissez, vous dites, vous voulez la cohésion nationale pour résoudre la question militaire de l'Est? Est-ce que vous pouvez amener, êtes-vous à mesure, vous, les gens des confessions religieuses, sont-ils à mesure d'amener Corneille Nanga et Bertrand Bissimo ici à Kinshasa pour participer à ce forum? C'est qu'ils sont leurs complices. Ils l'ont dit, ils vont aller les voir. C'est qu'ils sont leurs complices, c'est quoi de plus?
Vous voulez dire que la Sénico, les CC sont une C'est duplicité. du n'importe quoi cette histoire. Une duplicité. Je dis c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi, pourquoi? On a confié la conférence nationale souveraine à l'Église catholique. Ok? Qu'est-ce qui s'en était sorti? En conséquence, qu'est-ce que ça nous a produit? Ils n'ont pas échoué ici pendant 8 ans. La transition sous Mobutu a pris combien d'années? Peut-être que vous n'aviez pas, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas encore commencé les affaires. Ils ne nous ont rien produit. On consulte les confessions religieuses après la mort de Laurent Désiré Kabila ici. Savez-vous ce qu'ils ont proposé? Et si on suivait leur chemin, on serait où? Ils avaient proposé quoi, maître? Mais ce pays serait balkanisé. Ah bon? Mais je vous assure. Les mêmes chefs religieux. Mais alors, quand ils proposent des histoires du genre, il faut une autonomie, il faut laisser d'abord ceux qui contrôlent, je ne sais pas, des entités, rester là-bas le temps pour la République de s'organiser. Vous voulez dire que l'Église catholique est partie, bien sûr, à la détérioration de ce pays? Moi, je ne supporte pas une proposition venue de l'Église catholique, de quelque nature que ce soit, y compris même ces confessions religieuses. Il ne faut pas embrouiller la République avec ce genre d'organisation. Ils sont privés qu'il y reste pasteurs dans leurs églises. Qui a donné les noms, de Ngoï Mulunda est venu? Ngoï Mulunda était politicien ou il était de confession religieuse? Ce ne sont pas les églises? Qui a sorti les noms de l'abbé Apollinaire Malumal? Mais quand il a organisé les élections, vous avez compté combien de morts ici? Sous Ngoï Mulunda, la fraude était en comble. D'où est venu le Corneille Nanga qui nous tue ici? Ce ne sont pas les confessions religieuses qui ont proposé Corneille Nanga pour aller diriger la CENI. Qu'est-ce qui nous a produit? Vous êtes au courant de tout. Maintenant, aujourd'hui, rebelles. C'est-à-dire, ce sont les confessions religieuses qui mènent la guerre contre la République. Et vous dites, ils vont se rendre à Goma, rencontrer Corneille Nanga et revenir ici. Mais quand vous collaborez, vous rencontrez l'ennemi, vous pouvez y aller, vous êtes Congolais, venant de Kinshasa. Le renseignement que vous prenez de là, à qui vous les donnez? Vous les partagez avec qui? Qu'est-ce qui dit que ces mêmes confessions religieuses ne peuvent pas quitter Kinshasa pour se rendre à Goma? Ils donnent le plan de la prise de la ville de Kinshasa. Vous avez, quelle est votre confiance? Vous avez quel genre de confiance à faire à ces gens? Il faut pas, vous ne pouvez pas demander à l'archevêque, je ne sais pas comment on les appelle, de Kiev, oui, de se rendre à Moscou, discuter avec l'orthodoxe, le chef de l'orthodoxie là-bas à Moscou et revenir à Kiev. Est-il possible? Mais ce genre de confession religieuse, le Rwanda a dit... Ils ont même promis d'aller auprès de la SADC et auprès de l'EAC. Moi, je dis, si la République manque d'hommes pour résoudre ce problème, il vaut mieux capituler une bonne fois pour toutes. Il vaut mieux accepter qu'on a perdu la guerre, venez vous installer, c'est tout, ça s'arrête là. Ce n'est pas avec des confessions religieuses que vous allez résoudre le problème. Pas plus tard qu'il y a un mois. Est-ce que le cardinal Ambongo n'était pas à Kigali? En tant que pasteur, il a dit, j'étais à Kigali en tant que pasteur. D'accord. Si lui peut être accueilli à Kigali, pourquoi n'a-t-il pas eu le courage de demander à son collègue de Kigali de conseiller à Paul Kagame de retirer ses militaires du territoire congolais? Pas plus tard que le dimanche, ce n'est pas le dimanche, le samedi ici, au sommet de Dar es Salaam. Le Rwanda déclare disposer de militaires. Il a mis en place des mesures défensives qu'il a envoyées en RDC pour se protéger contre les menaces des autorités congolaises. Donc la ville de Goma est sous contrôle du Rwanda, qu'on se le dise. Alors vous allez dire, je pars raconter, je vous ai dit, Nanga, c'est du n'importe quoi. Bissi, moi, ne connaît même pas où se trouve le commandement des forces dont il est en tête. Il ne maîtrise absolument rien. Militairement, rien du tout. C'est juste un électron qu'on a placé on met un papier, on couvre, c'est du tralala. Il assume les responsabilités des crimes que causent les militaires rwandais sur le sol congolais. Et ils ne comprennent rien du tout. Quoi du tout? Les Rwandais sont en train de leur faire porter le chapeau. Quoi d'autre? Posez la question à Bertrand Bisimwa. Que revendique-t-il? C'est aussi ça la question principale. Qu'est-ce qu'il revendique? Le M23. Alors, moi je vous ai dit, l'accord du 23 mars a été négocié par nous. Et j'assume ça. Nulle part dans cet accord où il a été dit
que tel ou tel autre parti appartiendra au Rwanda. Nulle part où on fait mention dans cet accord que le Rwanda a une certaine, disons, un certain pouvoir sur le territoire congolais. Alors, Bissi, moi, quand il vous dit les Tutsis sont stigmatisés, est-il Tutsi? C'est un mouche de Bukavu. Ah bon? Absolument. Est-ce à lui de revendiquer ce qui revient à une autre communauté? Ils ont été stigmatisés ou parce qu'ils habitaient où? Et qui refuse aux Tutsis de rentrer au Congo? Est-ce que le président Tshisekedi a dit non? Mais vous voulez rentrer chez vous. On ne vous empêche pas de rentrer comme vous voulez. Il l'avait dit quand il accédait au pouvoir. Hein, il alors, dit. Alors, qui les a empêchés de rentrer si réellement ils existent? Personne. C'est juste une machination créée par c'est un montage. Ouais. Il faut trouver des subterfuges pour piller les ressources du Congo. Et Nanga réclame quoi, selon vous? Que va-t-il réclamer? Nanga n'a aucune revendication. C'est un bandit, un drogué, il part, il crée du n'importe quoi, il s'associe avec d'autres bandits pour devenir chef d'un groupe armé. Dans ce discours, vous a-t-il dit qu'il a un problème avec tel ou tel autre ou avec la République? Mais vous parle de la mégestion à la sommité de l'État. C'est nous-mêmes qui parlons de la mégestion. C'est pas Nanga. Nous pouvons, si nous prenons tous, le gouvernement a échoué dans son entièreté. Il n'y a rien à expliquer au peuple congolais que nous avons fait 1, 2, 3, 4. Vous êtes à Kinshasa. Est-ce qu'il y a 6 à Kinshasa était comme ça? On ne sait même pas où mettre le pneu de son véhicule quand vous voulez passer. Pourquoi? Qui a détruit Kinshasa? C'est ce régime ici qu'on se le dise. Mais, devons-nous tous prendre les armes pour dire, Monsieur le Président, vous avez échoué? Alors pourquoi on l'a reconduit pour un nouveau mandat? Alors que les élections ont eu lieu. Il fallait refuser. S'il y a eu fraude, c'est en ce moment-là que le peuple devait s'élever pour dire non. Mais maintenant, vous êtes restés tous mous. C'est-à-dire le président a gagné les élections. Laissez-lui, ces 5 cas est parti. Il n'appartient pas. Nanga n'était même pas ici quand les élections ont eu lieu. Il était déjà rebelle. C'est autrement dit, vous pouvez chercher à charger Tshisekedi, mais Tshisekedi partira. Le problème va demeurer toujours. Kabila est parti, le problème est resté. Laurent a été tué, le problème est resté le même. Qu'est-ce qu'il faut en termes de solutions pour ce problème? Je vous ai dit, l'acte d'engagement de Goma du 23 janvier 2008 est le même que l'accord du 23 mars 2009. D'accord? C'est le même texte. Mais pourquoi ce texte-là n'a-t-il pas résolu le problème? Dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Goma entre le gouvernement et le CNDP, ils ont obtenu 6 généraux qui sont actuellement au sein des FARDC. Je me réserve de citer leurs noms ici. Ce sont leurs propositions, ce sont des propositions du CNDP. Ils ont fait une recommandation. Runiga est devenu mandataire public ici, au nom du CNDP. Ils ont fait coopter leur président qui est en prison, Mwanga Chuchu, comme président du CNDP. Alors, mais absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils réclament de plus? On a demandé les rapatriements. On a dit, bon, comme on n'a pas retrouvé vos réfugiés, vous qui avez des réfugiés, amenez-les, nous les accueillons sur le territoire congolais, comme ça s'arrête là. Maintenant, après que le gouvernement ait évidé toutes ces revendications, ont-ils accepté cette fois-ci de disparaître? Pourquoi Kabila, à son temps, avait décidé d'utiliser la force finalement? C'est parce qu'on était fatigué des négociations. Donc ici, comme proposition en tant qu'expert, il faut utiliser la force. Je veux vous dire ceci, ok? La Russie dispose des armes de tout calibre, d'accord? La Russie est la première puissance nucléaire au monde. Pourquoi est-elle devenue puissance nucléaire? C'est parce que quand vous cherchez du pétrole, vous en trouverez en Russie. Tout le minerai du monde se trouve en Russie, d'accord? Est-ce que quelqu'un peut se permettre une seule fois de pénétrer le territoire russe, commencer à exploiter son pétrole, son diamant et ainsi de suite? Est-il possible? Mais vous avez vos Bibles, c'est pourquoi je réfute catégoriquement cette solution des églises. Au lieu de demander au président d'organiser l'armée, au lieu de lui proposer comment doit-il utiliser ses avions, il faut qu'il en achète. Au lieu de lui dire, s'il vous plaît, nous avons besoin d'une force dissuasive
Vous, vous allez avec vos soutanes et vos Bibles, vous dites au président, asseyez-nous, réglons le problème. Est-ce que cela empêche au Rwanda d'exploiter Rubaya? Comme ils le disent. Quand vous vous asseyez, il y a eu un forum sur la levée de l'état de siège ici. Ouais. Ça fait combien d'états? 2 ans. L'état de siège a-t-il été levé? Qui a conseillé le président? Ce sont ces mêmes gens. On n'aurait pas ce problème. Vous allez protéger le minerai par la Bible, par le Coran, par je ne sais quel texte, par des cantiques. Vous prêtez. Mais les minéraux font vivre le monde. Pourquoi on parle de puissance? Les téléphones que vous voyez ici. Il faut y poser la force pour les protéger. Nos téléphones, y compris tout ce que nous utilisons dans ces studios, c'est produit de minéraux congolais. D'accord? Alors, tant que nous convoité par le monde entier. Oui, tant que nous avons ces minéraux, donc la guerre ne finira pas. La solution est simple. Il faut imposer le respect du territoire congolais par la protection de ces minéraux avec des armes. Ah bon? Mais c'est l'unique solution. Vous ne pouvez, on ne va pas survivre dans ce pays. Des clergés catholiques avec les CC. Écoutez, je vous parle en tant qu'expert. Oui. La solution pour défendre les Congos, parce que si nous continuons dans cette histoire ici, 2 ans après, vous reviendrez vers moi, le Congo ici sera émietté et il y aura partout des capitales. C'est lui qui aura la force qui va s'accaparer d'une partie qu'il exploite à sa guise et il satisfait les Occidentaux. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va sauver ce pays? Ce ne sont pas les forums. Il y en a eu combien? Pourquoi le problème n'a pas été résolu? Ce sont les armes que le gouvernement devra acheter, devra fabriquer. S'il s'agit même de chercher des armes nucléaires pour protéger nos minéraux, ça vaut la peine. Est-il un péché? Mais il y a derrière tout ça, il y a les multinationales. Le multinational... Vont-ils accepter de vous céder des armes? Ça aussi, c'est ça. Les systèmes, l'exploitation, les affaires minières, c'est du banditisme. Ah, ça c'est vrai, hein? C'est du banditisme, ce n'est pas de la logique réelle de la vie normale de personnes qu'on utilise dans les minéraux. Quand les Chinois entrent, ils vous disent que nous avons transféré 10 millions de dollars sur le compte. Mais quand vous les arrêtez, ils ont 100 millions sur eux. C'est passé par nous. Voilà le banditisme. Quand ils viennent au Congo, ils vous disent nous allons acheter le kilo de coltan à 45 dollars. Pour revendre ça, ils vont vendre ça à 1000 dollars. Ils ont quel intérêt? Ils ont couru le risque. Ils quittent chez eux pour faire ça ici. Et vous voulez dire au Rwanda de ne pas s'enrichir alors qu'il a la force qui lui permet de vous exploiter? Il faut imposer la force. Alors, pendant cette période, vous qui êtes expert en défense militaire et consorts, que devrait faire le ministre, notre ministre de la Défense? Il ne devrait rien faire parce qu'il ne connaît rien en matière de défense. C'est lui qui est là? Il existe 3 méthodes de défense. Ah bon? Lesquelles? La première méthode, c'est la persuasion. La persuasion, c'est-à-dire, vous faites comprendre à votre ennemi que j'ai la force et je vais vous frapper. Mais voici ma force. Lui, là où il se trouve, il sera convaincu qu'effectivement, en face de lui, il y a une force et qu'il doit se réserver ou chercher plus de moyens que ce que vous lui proposez, vous lui présentez. La deuxième méthode, c'est la dissuasion. La dissuasion, c'est-à-dire, vous exposez vos biceps pour dissuader celui qui cherche à vous attaquer, que s'il ose, le moyen dont vous disposez sont destructifs. Vous allez tuer, vous allez massacrer, vous allez commettre des dégâts en utilisant vos moyens. Il est dissuadé. Il ne va pas oser. L'autre moyen, l'autre méthode, c'est l'anticipation. Vous avez appris que le Congo-Brazza veut vous attaquer. Et vous avez la force. Vous anticipez à son plan d'attaque qu'il conçoit contre vous. Vous détruisez son commandement. Ah bon? Vous détruisez son système de défense. Mais c'est ça la défense. Là, vous ne déclarez pas la guerre. Le ministre, vous allez déclarer comment? Pendant que vous savez, pourquoi il y a des services de renseignement? C'est tout le monde qui a failli en RDC. Le renseignement ne fournit rien. La défense ne connaît pas ses rôles. Quand vous allez partout, tout le monde est dans ses affaires. Il n'y a personne qui pense, qui réfléchisse sur l'avenir de la République.
Alors, vous me dites, le ministre de la Défense devrait faire 1, 2, 3, 4. Quoi? Il ne connaît pas par où commencer. Ah bon? Un infirmier de l'hôpital, vous faites de lui ministre de la Défense. Il va vous produire quoi? C'est un laboratoire. Là, c'est l'armée. La défense commence par l'armée. Il est ministre chargé de l'administration de la défense lorsqu'il y a la paix. Il peut vous produire tout ce qui existe en termes de potentialité au niveau de la gestion de l'armée. C'est pendant la paix. Et le ministre chargé de la politique militaire, parce que pendant la paix, il définit la politique de la défense. Et cette politique de la défense repose sur la programmation de la défense. La programmation de la défense commence par le point 1. Le point 1 de la défense, ça veut dire l'état où vous êtes. De quoi est faite votre armée? Votre système est construit comment? C'est ça la politique. Le point B, c'est l'échelonnement. À l'échéance, en une année, j'aurai quelle force, j'aurai quel moyen, j'aurai fait quoi? En 2 ans. Et l'objectif est le 3e point. Qu'est-ce que je souhaite devenir? Ce pays ici doit devenir quel type de puissance en déjà 3 ans, en déjà 5 ans, en déjà 10 ans? Sur le plan militaire. Sur le plan militaire. Est-ce que nous avons un ministre qui vous a déjà produit ça? Non. Et en temps de guerre, qu'est-ce qu'il doit faire? En temps de guerre, le ministre de la Défense devient ministre de la guerre. C'est-à-dire, il sait, pour aller au front. Il sait quel commandant se trouve à tel endroit. Il doit être les mieux informés. Lorsque nos forces sont en repli, le ministre de la Défense sait identifier l'unité la plus puissante, la plus aguerrie qui doit répondre à la menace de l'ennemi. Il ne reste pas dans son bureau. Vous allez commander la guerre dans votre bureau. Vous irez, si la guerre se passe à Goma, vous êtes à Walikale, en train de concevoir aux côtés des généraux, aux côtés des officiers. Vous savez qui est-ce que nous envoyons. L'ennemi a utilisé quel type d'arme. En réponse, nous utilisons laquelle. OK? Ça s'appelle les règles de proportionnalité opérationnelle. C'est lui qui vous envoie un missile, peut-être S-300. Vous devez chercher à lui répondre par un missile S-400 afin de neutraliser sa force. Est-ce que cela se passe-t-il à un Maître Bitaki, à vous entendre parler, l'on se rend compte que le président Tshisekedi se retrouve seul. Hein? Il s'est trompé des choix depuis son arrivée au pouvoir. Deuxièmement, aujourd'hui, il est seul dans cette guerre. Je vous en veux pour preuve. On a 13 généraux à Goma. Les 13 généraux, ça veut dire un général de brigade vaut 4200 hommes. Bien sûr. Un général de division, donc disons un général-major, c'est un chef de corps, donc c'est-à-dire un chef de division. La division compte 12 000 militaires. On avait combien de généraux-majors à Goma? 13. Quand vous avez 13 généraux dans une ville, ça c'est déjà un État. Il y a 2 pays qui n'ont même pas 5 généraux, mais qui existent. Au moment où le général est là, le gouverneur, c'est pas vice-gouverneur, et policier, tient son discours que Goma ne tombera pas. Jusqu'à la dernière goutte de son sang, il a dit ça. À 19h, il prend un bateau, ensemble avec ses collègues généraux et des colonels. Ils abandonnent les troupes au front. Les troupes refusent de déposer les armes, mais leurs commandants ont déjà fui. Qui commandait qui alors à cette époque? Où était le ministre de la Défense? L'ordre d'évacuation est venu d'où? Et pourquoi on devait évacuer les généraux avant la troupe? Mais c'est le commandant militaire qui sort le dernier de la ligne de front, à défaut d'y laisser sa peau. C'est pourquoi on prête serment quand on entre dans l'armée. C'est lui qui doit donner l'exemple. Concrètement, vous en tant qu'expert, concrètement, ça veut dire... Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que la RDC doit mettre en place comme moyen pour mettre fin à cette guerre? Sans réfléchir. Je réponds sans réfléchir. La première des choses, c'est que nous devons trouver l'oiseau rare au niveau de la défense. Okay. Deuxièmement, nous devons avoir un commandement combatif et non politique ou administratif. Il faut laisser une marge de manœuvre aux officiers qui dirigent l'armée de déterminer ce qu'ils doivent faire sur le terrain et les besoins conséquents. Nous devons réorganiser nos troupes.
Vous savez, en RDC, ce qui tue notre armée de plus, c'est l'affairisme de ces. Il y a beaucoup de généraux qui sont devenus des affairistes. Hein? C'est ce que je dis. Ces affairistes-là, le gouvernement, la présidence surtout, le président de la République, a multiplié des superstructures où on vous dit, vous avez un bataillon, au côté du bataillon, on vous dit, le bataillon est chapeauté par un régiment. Ça n'existe pas, c'est dans quelle armée? Un régiment est une unité spécialisée qui vient pour une mission précise. Ça peut être un régiment commando, ça peut être un régiment d'artillerie, ça peut être un régiment blindé, ça peut être un régiment marin chargé d'une mission spécifique. Ils sont spécialisés dans ça. C'est ça les régiments. Il n'a pas besoin d'avoir des bataillons. Mais ici, on vous dit, commandant régiment, c'est un colonel, avec autant de bataillons à son sein. Quand vous vérifiez, il y a 200 militaires. Donc, trouver l'oiseau rare pour... Trouver l'oiseau rare, ça veut dire... Le système de la défense. Il faut redynamiser la défense. Et pour redynamiser la défense, c'est-à-dire charger l'oiseau rare dont il faut trouver, lui charger de définir le système de la défense de la RDC. Remettre le système de défense sur le rail. La défense doit d'abord exister sur le plan structurel. Et après, supprimer ces superstructures. Vous envoyez un lieutenant général devenir commandant zone opérationnelle. Existe-t-il des zones dans l'armée? Donc on a des territoires, on a des chefferies et ainsi de suite. Merci. On parle de circonscriptions militaires. Et ces circonscriptions militaires sont désignées pour des missions spécifiques et à courte durée. Ce ne sont pas des unités permanentes. Vous avez beau parler, surtout pour ceux-là qui vous suivent, ils vont se demander, mais lui, il a autant d'idées, mais pourquoi ne les propose-t-il pas auprès des décideurs? Vous avez l'habitude de le côtoyer quand même? Parce que vous aimez la République. Ah Je oui, vous ai senti ici, en tout cas, vous vous comportez en faux. Vous ne voulez pas ce plan de sortie proposé par la CELCO et l'ECC. Permettez-moi de stigmatiser le système du fonctionnement de nos institutions. Premièrement, le président de la République, je m'excuse d'utiliser ce terme, est pris en otage. Il est pris en otage par une oligarchie non organisée et moins professionnelle. Et cette oligarchie-là ne peut pas vous permettre, vous ayant des idées novatrices ou constructives, de les déverser sur la table du chef de l'État. Pour eux, soit vous constituez un danger pour leurs intérêts, ou soit vous voulez retirer le président de ce cycle dans lequel il se trouve pour les éloigner de lui. Mais s'il m'était permis de parler au chef de l'État, je lui dirais, Monsieur le Président, même sans me payer le moindre euro, sans salaire, je vais vivre de ce que moi-même je produis. Donnez-moi cette défense pour que je vous mette en place une armée invincible, je ne dis pas dissuasive, une armée invincible qu'aucune force ne peut affronter en 18 mois. Beaucoup disent comme ça, hein? Mais quand Je ne suis pas, vous ne m'avez jamais vu raconter du n'importe quoi. Je parle de ce que je sais. Donnez-moi 18 mois avec les mêmes moyens que vous dépensez pour cette défense ici. Je vous produis une armée invincible en 18 mois et le reste, je partirai. Comme ça, j'aurai... Au cas contraire? Au cas contraire, ouais. Vous m'arrêtez ou vous me pendez publiquement. Ah bon? Je vous assure. Vous êtes sérieux là? Mais je suis devant la télé, le monde entier me suit. Ok? Donc, je parle de ma vie. Vous allez tout organiser. Mais écoutez, si vous connaissez ce que vous faites, hein, vous le ferez sans demander conseil. Merci. D'accord? Mais si vous ne connaissez pas ce que vous faites, vous prendrez tout conseil qui vient d'ici et de là, qui vous désorienteront pour rater l'objectif que vous vous étiez fixé. Et c'est le cas qui arrive au Congo. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Merci beaucoup. Le plaisir était pour nous de vous recevoir. José, votre soif n'a pas été entachée. Non, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, oui, mais nous aurons toujours... on doit quand même s'arrêter là. Ouais. On attend
par une autre occasion, on pourra peut-être expliquer davantage sur ce qu'il faut faire. Mais en conclusion, je dis, aidez le pays à aller de l'avant, mais ne les bloquez pas avec des propositions farfelues qui nous désorienteront pour nous ramener dans le même cycle où nous nous trouvons. Comme celle de la Sénico et les CC. Comme les églises catholiques, je ne sais pas, confessions religieuses, des politiciens qui cherchent des postes, je ne sais pas, dans la rue ici, avec des marches de protestation qui, finalement, nous mettent encore en difficulté, ça ne nous aidera en rien. Donc, pour vous, que le président ferme les oreilles à ces églises? Il devrait s'éloigner des convoitises de ces églises. Ce sont des prédateurs. Il devrait s'éloigner d'eux et prendre la bonne décision. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en désarmement et droit militaire, surtout en droit international et en défense et sécurité. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous recevions Maître Didier Bitaki. Alors, pour l'instant, passez une très belle suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.